Bonjour tout le monde, ici Roger Chabot et bienvenue sur le chemin de la victoire. Cette année marque le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la libération des Pays-Bas et la victoire en Europe. Des millions de personnes ont perdu la vie pendant ce conflit horrible et nous devons nous en souvenir afin qu'une telle tragédie ne se reproduise. Dans ce court documentaire, nous allons découvrir le courage, le sacrifice et la résilience du 1er bataillon de parachutistes canadiens durant Opération Varsity, ainsi que les exploits du 1er corps canadien qui a rejoint le reste de l'armée canadienne dans le nord-ouest de l'Europe après avoir combattu pendant 21 mois en Italie. Entreprenons ce voyage ensemble pour s'assurer que leur sacrifice ne sera jamais oublié. L'opération Plunder a commencé le 23 mars 1945 comme une attaque clé pour traverser le Rhin vers l'Allemagne. Menée par le maréchal Bernard Montgomery, elle impliquait le 21e groupe d'armées qui comprenait la 1re armée canadienne, la 2e et la 3e armée britannique et la 9e armée américaine. Dans la première phase, la 3e armée britannique et l'armée canadienne sont restées au sud du Rhin pour protéger le flanc gauche de l'invasion, alors que la 2e armée britannique traversait le Rhin pour capturer Wesel. La 9e armée américaine sécurisa le flanc droit de l'invasion. L'objectif de la 2e phase était d'étendre l'avancée au nord de Wesel pour faciliter le passage des troupes supplémentaires vers Emmerich. Le 24 mars, l'opération Varsity visait à capturer des terrains élevés et à empêcher une contre-attaque allemande, impliquant 16 000 parachutistes et près de 4 000 avions, ce qui en fait la plus grande opération aéroportée jamais menée en une seule journée et dans un seul lieu. Le 18e corps aéroporté, composé de la 6e division aéroportée britannique et la 17e division aéroportée américaine, a planifié un assaut combiné de parachutistes et de planeurs au nord de Wesel, à l'est du Rhin. La 6e division aéroportée a atterri au nord de la forêt de Foster, tandis que la 5e brigade a atterri à l'ouest de Hamilton. La 3e brigade, comprenant le 1er bataillon de parachutistes canadiens, a atterri dans un champ près de la route reliant Wesel et Emmerich. Ils affrontèrent la 1re armée de parachutistes allemande et le 47e corps blindé, comprenant des troupes spécialement entraînées aux opérations anti-aéroportées, nécessitant une planification minutieuse.
But Varsity was the biggest airborne operation in the Second World War. Yes, that's what I wanted to That mention. is what people always tend to forget. Exactly. Because they always think Market Garden and the landings at the Pegasus Bridge and in Normandy were big. But this was the biggest airborne landing in the Second World War on one day. On one day. On one day. On one day, and also the fact that they dropped right on top of the enemy. Yeah. So to avoid being dispersed, and it was a daytime drop. It was a daytime drop. Yeah. Company C was going that way. Company B had objectives on the farms over there, and Company A should have been in this area, I guess, because they needed to go to the intersection there. That's it. As usual, I was last out of looking to be first down. Only this time I looked up and saw holes popping in my canopy, what I told you. Again, yeah. I will be down sooner than expected. A couple of jumpers looked like they were faking death to avoid being shot at, so they basically did, yeah. They were dead. Yeah, they were, yeah. I released the bag and let it out on its line. This slowed my oscillation just as it hit the dirt, and my landing was a good one, despite the speed of descent. I had to get below enemy fire. Soon I was rid of my parachute and reeling in my bag of tricks. A little ways off, one of our Dakotas was heading earthward with a heavily smoking right motor. I hoped it wasn't ours. I liked our crew and they had set us right on the target. There was noise and death all around. I spotted the company colored smoke and soon joined the others in the broken dash to the edge of the woods where we're standing right now. There we ran into a German slit trench. Fortunately, they had already skedaddled, so they already took the road. There were paratroopers here, but of course there were also the last German units, Right. which had to hold the lines here, but already saw that the war was lost. So some gave up very, very fast. So yeah. Charcot nous a amenés ici, il nous a identifié ce spot-là. On est sur le bord du bois. Le champ est devant nous, la zone de largage. Et puis, ça ressemble vraiment à ce qui aurait pu être une tranchée allemande parce qu'on voit que c'est un peu plus haut en avant. Je suis dans le trou en ce moment qui aurait été plus creux dans le temps. Puis, devant moi, il y a la zone de largage puis le champ. Et puis, je fais juste imaginer, j'étais dans le trou là, puis que je voyais 2200 parachutes puis des avions passant en haut de moi. Le brigadier Hill avait dit à ses parachutistes, si vous avez peur de sauter, imaginez les pauvres soldats qui sont au sol puis qui voient 2200 parachutistes qui descendent du ciel avec leurs armes, les Allemands qui défendaient le champ et ça. Ils ne devaient pas se sentir tellement gros dans leurs culottes. Alors, imaginez avoir atterrir en parachute dans des gros arbres de même. Tu passes à travers les branches, c'est trop haut pour que tu puisses arriver à terre. Puis là, si t'es pas capable de te débarquer de ton harnais, t'es poigné là dans les airs. Puis malheureusement, le commandant du bataillon, Jeff Nicklin, lui, est resté accroché dans les arbres. Et puis il a atterri direct en haut d'une position de mitrailleuse allemande. Et puis quand ils l'ont retrouvé 36 heures plus tard, il était encore dans les arbres, accroché, puis avec plein de trous de balles. Le pauvre homme n'a jamais eu la chance de sortir de son harnais. Il y a plusieurs années, j'ai fait la toile Opération Varsity. Et puis cette toile-là, Opération Varsity, j'avais jamais vu le DZ. Puis l'histoire m'avait été racontée par des vétérans du One Can Para. Les lithographies, les prints ont été signés par des vétérans du One Can Para. Puis aujourd'hui, je suis là, exactement où ils ont sauté en 1945. Alors, c'est difficile de décrire comment je me sens en ce moment. C'est incroyable. Well, let's go to the farms.
damage? Hail damage. Here. Oh, what? Very. Dans la 6e division aéroportée britannique, il y a eu seulement une Croix Victoria qui s'est méritée. Et cette Croix Victoria a été donnée à un brancardier parachutiste du 1er bataillon de parachutistes canadiens, le caporal Fred Topham. Et cela s'est produit près d'ici, dans ce champ, durant l'opération Varsity, le 24 mars 1945. Pendant le saut, il y a eu plusieurs pertes et plusieurs soldats blessés sur la zone de largage. Et plusieurs infirmiers brancardiers traitaient les blessés et les transportaient en lieu sûr pour les soigner. À un certain moment donné, tandis que Topham et ses collègues traitaient des blessés, ils ont entendu le cri d'un parachutiste blessé alors qu'une mitrailleuse allemande tirait à feu nourri. 2 brancardiers se sont lancés au secours de l'homme, mais furent fauchés par le tir de la mitrailleuse. Sans hésiter, lorsque Topham a vu ses collègues tomber, il se lança au secours du parachutiste en détresse. Mais les balles sifflaient toujours, et tandis qu'il courait et s'approchait du para, une balle lui a traversé le nez. Ça a dû lui faire terriblement mal, mais ça ne l'a pas arrêté. Une fois arrivé près du blessé, il le prit et le transporta tant bien que mal jusqu'à couvert pour le faire évacuer. Et il a continué de commettre des actes de bravoure de ce genre tout au long du saut, en grande douleur, puisqu'il ne voulait pas se faire soigner sa blessure. Lorsque la situation s'est calmée et qu'il a pu aller à la station médicale, le médecin l'a soigné, a pansé son nez et avait l'intention de l'évacuer vers l'hôpital de campagne. Mais Topham lui a répondu « Je peux pas aller à l'hôpital parce qu'il y a encore de la job à faire ». Il voulait retourner vers sa compagnie parce que chaque médic ou brancardier était responsable pour sa propre compagnie. Alors, pendant qu'il se dirigeait vers sa compagnie, le nez en pansement, probablement sur un chemin similaire où nous sommes maintenant, un véhicule universel qui transportait des bombes de mortier qui passait par là. Il devait appartenir au peloton de mortier. Une bombe de mortier a frappé le véhicule et des mitrailleuses ont ouvert le feu vers le véhicule. Malgré le fait que certains criaient et disaient de ne pas s'approcher du véhicule, Topham savait qu'il y avait 3 occupants à bord qui étaient coincés et ne pouvaient pas s'en sortir seuls. Alors il s'est lancé à leur rescousse, les évacuant un à la fois, tandis que les bombes de mortier à l'intérieur commençaient à exploser et que les balles des mitrailleuses sifflaient tout autour. Il a réussi à les mettre en sécurité, mais malheureusement, l'un d'entre eux succomba à ses blessures et les 2 autres ont survécu. À cause de ses actes de bravoure qu'il a fait pendant toute la journée, mettant sa vie en péril pour sauver des vies, il s'est vu décerner la seule Croix Victoria de la 6e division. Yeah, that's it, yeah. All right. Right now we're at a patch of farm buildings right in the DZA. This was the objective of B Company. And we just had a lady ask the lady who lives here if we are allowed to film here, and that's okay. So right here you see the old farm building, and it's all been patched up with where the bullet holes have been. So it's really special to be here. The farm has been partly rebuilt because it was so badly damaged during the attack. At the fence line of the edge of the farm, so where we're here right now, have lined up the platoon in some kind of attack order. Then with firing comes from the farm, we are off running, firing wildly from the hip, covered by brand fire. So that basically declares why the facade is so full of bullet holes. These guys went this way like madmen. We overrun bunkers, toss grenades into the houses and barns, generally raise hell and take a few prisoners. The whole episode, in looking back,
could not have taken 30 minutes in all. Seems too easy. I found the largest bunker outside the farm perimeter, set up a kind of headquarters, and put a guard over the prisoners who were scared to death. So the bunkers they are referring to weren't really bunkers because this wasn't a defensive line at first, so they were purely like dug in holes, like slit trenches or whatever. Yeah. So that's what took place here. We're right now at the local cemetery of Bergenvuurt. Obviously, the church in the back is a newer church, but this was actually the area where the Canadian paratroopers were buried. Okay. You see the house over there. Yeah. It's a new house, but that was actually the temporary burial ground of those guys. So I figured I brought a flag. Yes. And let's place it there in the corner. Sure. Just in memory of those guys and what they did for us. Yep. Nous avons eu l'honneur de déposer une couronne au nom de l'Association des Forces aéroportées du Canada. Également, au nom de tous les sponsors de Bravery in Arms Chemin de la Victoire. Et une troisième couronne au nom des 7 membres de notre équipe. Not me, but not only me, but with Luc and everybody. Sounds good. Le largage des parachutistes en masse était périlleux et les combats intenses. Mais le taux de perte du 1er bataillon de parachutistes canadiens sur 475 hommes fut relativement faible. 2 officiers tués, 1 disparu et 1 blessé. 26 membres du rang tués, 1 disparu et 34 blessés, pour un total de 67. Les pertes de la 16e division s'élevèrent à 1297 hommes tués, blessés et disparus. L'une des pertes notables du 1er bataillon canadien était le soldat Andy J.J. McNally. Il était un héros du jour J et fut blessé à 2 reprises, une fois en Normandie et une seconde fois dans les Ardennes. Il venait tout juste de réintégrer le bataillon.
Le 24 mars, en fin d'après-midi, une unité de reconnaissance de la 15e division écossaise fit contact avec le bataillon à l'ouest de sa position. Ils furent chaleureusement accueillis. Malgré les lourdes pertes du 18e corps aéroporté, l'opération Varsity fut considérée comme étant un grand succès. Elle permit d'empêcher une contre-attaque allemande contre les forces avançant depuis le Rhin. Elle permit de s'emparer des terrains élevés et de ponts stratégiques et de capturer des milliers de prisonniers. Cela a également ouvert la voie aux futures opérations de la Première Armée canadienne pour la libération complète des Pays-Bas. Dans le prochain chapitre, nous suivrons le voyage du premier corps canadien depuis l'Italie pour rejoindre la Première Armée canadienne aux Pays-Bas et participer à ces dernières opérations de combat de la guerre, en commençant par l'opération Cannon Shot. Le 10 juillet 1943, la 8e armée britannique et la 5e armée américaine lança l'opération Husky. La 1re division d'infanterie canadienne et la 5e brigade blindée du Canada avaient été intégrées à la 8e armée britannique et ont débarqué sur une plage près de Pachino. Ils ont avancé avec détermination à travers les montagnes du centre de la Sicile et ont gagné le surnom de Red Patch Devils de leurs ennemis, reflétant le respect et la peur qu'ils inspiraient. Le général Montgomery avait tellement confiance en ses Canadiens qu'il les a choisis pour diriger l'invasion en Italie continentale près de Reggio Calabria le 3 septembre 1943. Les Canadiens continuèrent à se battre avec distinction, remontant la botte de l'Italie et ont ensuite été rejoints par la 5e division blindée pour former le premier corps canadien. Au mois de mai 1944, ils ont brisé la ligne Hitler et au mois d'août, la ligne Gothique. À la fin de l'année, ils avaient atteint Ravenne, dans la vallée du Pô. Au mois de mars 1945, après 21 mois d'opérations de combat continus, ils ont quitté l'Italie pour aller rejoindre le reste de l'armée canadienne dans le nord-ouest de l'Europe, laissant dans le sol italien près de 6000 camarades ayant payé le prix ultime. L'opération Goldflake était une entreprise massive visant à déplacer plus de 60 000 soldats, des chars, des canons d'artillerie, des camions et toutes sortes de matériel de soutien de l'Italie vers le nord-ouest de l'Europe. Cela a nécessité une énorme quantité de planification et de coordination. L'embarquement commença le 22 février 1945. Le voyage maritime dura 2 jours, au départ de Livourne et Naples vers Marseille, en France. Il fut suivi d'un transfert routier de 5 jours vers la Belgique. Le 17 mars, tous les soldats du premier corps canadien étaient dans le nord-ouest de l'Europe. Par conséquent, les Red Patch Devils de la 1re division d'infanterie canadienne et les Mighty Maroons de la 5e division blindée du Canada, les D-Day Dodgers du Canada, étaient réunis avec leurs frères d'armes de la Première Armée canadienne sur le chemin de la victoire. Lorsque la division est arrivée dans le nord de la Belgique, tous les soldats ont été logés dans des foyers dans la communauté locale. Jusqu'au début du mois d'avril, entre le 1er et le 3 avril, lorsqu'ils sont venus dans la forêt de Richwall en Allemagne, qui était la zone de préparation pour l'opération Cannon Shot. Et vous savez quoi? J'aimerais bien avoir Jimmy Charcot avec moi en ce moment,
parce qu'ils sont vraiment les experts locaux pour nous expliquer à propos de qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette forêt. Oh! For us. Oui. Hey, qu'est-ce que vous faites ici? Doing some field research. Vous faites des recherches? Quel adon! Je peux pas le croire. Dis-moi, Jamie, quel régiment se trouvait dans cette forêt? Basically, the entire division, of course. But to avoid that these guys were all in the same place and with artillery and stuff like that, they placed them in different positions. So in this area, I know that the Royal 22nd Regiment was here. A little bit further down the forest was the Seaford Highlanders. A little bit back there was the West Nova Scotia Regiment. So they were all in this area preparing for the invasion and the liberation of the northern part of the Netherlands. Nous comprenons que la 2e brigade était l'élément de tête. Ils ont été les premiers à traverser la rivière. Alors, Charco, qu'ils ont la 2e brigade, le PPCLI, Seaford Highlanders, quel type de véhicule ont-ils utilisé? Et sais-tu avec quel régiment ils se sont entraînés pour se préparer pour ça? It was the buffaloes they used from the 4 Royal Tank Regiment. Okay. They trained here because they had to do the exercise for the crossing of the IJssel near Wilp. So we want to take you there so you can see where it happened, how it happened. Maybe even have a surprise for you in crossing the IJssel. All right. That's cool. And follow their steps from there. Hey man, j'ai tellement hâte de découvrir ça. Allons-y. Il y a 80 ans, jour pour jour, en avril 1945, la première division d'infanterie traversait la rivière à bord de Buffalo. Aujourd'hui, nous sommes à bord d'un Dock W qui est en parfaite condition et fonctionne toujours. Le Princess Patricia's Canadian Light Infantry et le Seaford Highlanders, qui étaient membres de la 2e brigade, ont été les premiers à traverser et à établir une tête de pont pour permettre le reste de la division de traverser. C'est merveilleux parce que nous sommes ici exactement 80 ans plus tard, traversant la même rivière et pratiquement au même endroit. Il n'y a pas de meilleure place pour vous raconter l'histoire du chemin de la victoire.
comme je vous disais tantôt, l'avantage du Buffalo, le Buffalo est un véhicule qui était blindé, fait qu'il offrait plus de protection que l'autre Doug W qu'on a utilisé pour traverser la rivière à matin. Puis, vous voyez ici, on pouvait fitter un peloton d'infanterie. Et puis l'avantage, c'est qu'au lieu de sauter par-dessus le véhicule pour en sortir, vous pouvez descendre la rampe. Puis en descendant la rampe, ben là, il était derrière un véhicule qui était blindé. Et en plus, le Buffalo, en plus d'être blindé, il était armé. Il y a 2 mitrailleuses sur le pignon. Là. Fait que ça donnait un couvert de feu aux soldats pendant qu'ils traversaient la rivière, en plus du barrage d'artillerie qui les protégeait pendant qu'ils traversaient la rivière Issel en 1945. Alors voilà l'avantage du Buffalo versus du Doug W. Ce matin, nous avons traversé la rivière à bord d'un Doug W. Les unités de la 2e brigade, le PPCLI, le Seafort Highlanders et le Loyal Edmonton Regiment, furent les premiers à traverser pour établir une tête de pont jusqu'à environ 3000 mètres de la rivière. Et maintenant, nous sommes dans un parc qui a été créé pour commémorer les soldats de la 2e brigade qui ont perdu la vie après avoir traversé la rivière et libéré Wilp. Ils ont traversé le 11 avril. Aujourd'hui, on est le 12. Ça fait 80 ans de ça. Et nous honorons les noms qui sont inscrits sur cette bannière. Il faut jamais les oublier. Plus tôt, nous avons traversé la rivière Issel et nous avons suivi l'avance de la 2e brigade qui a établi une tête de pont et a capturé Wilp. Après que le PPCLI a sécurisé Wilp, la 1re brigade traversa la rivière Issel et reçut l'ordre de modifier son avance vers le nord, au lieu de se diriger vers Appledorn. Il devait se rendre vers la voie ferrée qui est derrière moi, qui relie Deventer et Appledorn. Hey, Jimmy, parlons du récit lorsque le colonel Mackenzie a perdu la vie. Tu sais, lorsque le 48 Highlanders a dû changer son axe d'avance vers le nord, il a perdu le contact radio, la communication radio, avec ses compagnies avancées qui étaient supportées par les chars du 1er hussard. Et il décida de s'avancer où étaient ses compagnies pour essayer de les retrouver. Yeah. Et quelque chose de terrible s'est produit. C'est très malheureux, je crois. Maybe what's also good to mention is that Don Mackenzie was on the evening before the assault on Steenenkamer and the Hoven. He was very nervous. He couldn't get any sleep. He was worrying about his men because he knew the end of the war was coming. And of course, there were men in his regiment which were still guys from Italy, which were there from maybe Sicily on and then all the way through Italy. And he was worried that he was losing his men on the last days of the battle. And then the next day, indeed, the advance on Steenenkamer and the Hoven was going on. So at the end, Mackenzie was a little bit fed up by the fact that the brigadier was constantly asking for a sitrep, that he gave the telephone to Pickering and said, "Hey, you handle it off and tell him whatever he likes to hear, but I'm done. Yeah. I'm going to get my TAC HQ further towards the front line." And then he went all the way to Steenenkamer. The Wilp Steenenkamer road, he ran into the tanks of the 1st Hussars, and he also ran into Lieutenant Ledbetter from the 48. Yes. And there they came under heavy shelling, and at that point one of the shells dropped near Don Mackenzie and Lieutenant Pickering,
wounding Lieutenant Pickering at the arm. And Don Mackenzie was lying on the ground, and he was just having just one sentence, and then he died of internal wounds. And here in Twello, maybe interesting is that the building over there, the Yelp train station, that used to be a tech HQ of the Hastings and Prince Edward Regiment. Once they were in town. Yeah. Wow, amazing. Yeah. Je suis avec Charcot et nous sommes dans une zone qui s'appelle la bataille des 5 bois par le lieutenant-colonel Turcotte, qui était l'officier commandant du Royal 22e Régiment. C'était le bataillon qui a reçu la tâche de prendre et de clairer ce terrain boisé. Et il y a 5 différents bois. C'est pour ça qu'il les a nommés les 5 bois. Et en ce moment, nous sommes sur le coin le coin sud-ouest, qui était le côté des Allemands, du bois Green. Celui-là était baptisé Green, et les 22 avançaient depuis l'est pour clairer le bois dans cette direction. Et je tiens à mentionner qu'une grande partie des informations que nous avons, grâce à des recherches qui ont été faites par Joanne Dagenet et un livre qui a été écrit à propos de son père Gérard Dagenet, et aussi Philippe Mayotte, qui était de Winnipeg et qui a écrit un livre à propos de son père, Paul Mayotte. Et les deux individus, Gérard et Paul, étaient dans la même section. Et ils sont combattus dans cette zone et ils étaient membres de la compagnie A. Donc nous sommes très chanceux que ces deux personnes extraordinaires ont fait des recherches et nous ont fourni des cartes topo que nous pouvons utiliser aujourd'hui. OK, Charcot, nous arrivons maintenant sur le coin nord-ouest de Green. Et le bois Green, est-ce que tu peux nous orienter sur le terrain devant nous, où se situent les autres bois depuis nous? Right in front of us. 200 Look at the meters. distance, more or less 200-300 meters. That's sector white. Okay. You have sector blue on our left side. Okay. Sector red would be in the distance. Ah, derrière là-bas. And sector yellow is way over there, behind this part of the woods. Okay. Allons essayer de trouver l'endroit à la limite de Blue où la compagnie A et le soldat Bissonnette ont mérité sa médaille militaire. Yeah, we'll go to the road where their starting line was for the attack south. And that's also the spot where it must have happened. Wow, let's go check this out. Yes. Okay. The farm in the back, that's where the German tank was behind, and Bissonnette was here on the right side somewhere, and he shot the German tank with 3 rounds from here. Tu as raison, Charcot, parce qu'à ce point-ci, les 22 étaient seuls, parce que les chars des hussards qui les supportaient étaient pognés dans la boîte, avaient été pris dans la boue et étaient trop loin pour leur donner du support. Donc, le soldat Bissonnette a pris son Piat avec 3 bombes et courageusement, il a rempli le plus près possible du char allemand. Une fois en position, avec le char à portée de tir, il a tiré ses 3 bombes vers le char et l'a détruit. 2 hommes de l'équipage ont été tués et il retourna avec 3 prisonniers. Une fois le char détruit, son peloton a été capable de charger la position ennemie. Il a reçu la médaille militaire pour ça. That's incredible. Incredible. Must have been quite a challenge to do that, on challenging the tank. So from this point, it actually goes quite quick, mopping up this terrain. So Finally. we're actually looking at the end of the battle. So after this woods were cleared, just like a few hundred meters from here,
Apeldoorn starts. But the Vandoos don't enter Apeldoorn from this side because their job was to clear these woods, and then they move southward towards the Apeldoorn Canal. Okay. Yes. And that's where they were ordered to find a way, find a spot to cross the Apeldoorn Canal. But there you see that the bridge they had to take was blown up, so they couldn't cross there anymore, and they had to find a different way to move west. All right. C'est intéressant parce que je pense qu'à partir de ce temps-là, il y a quelqu'un de très spécial dans ta vie qui... It becomes personal from that point. Yes, it does. Ah, pourquoi donc? Well, my grandfather. My grandfather was a soldier in 1940. Okay. And after that, during the war, he joined the police force. Okay. So he was trained military and experienced law officer. But he had to went into hiding because he was forced to go to Germany for the Arbeitseinsatz, which was the forced labor. So they escaped the train where he was on, and he went into hiding in Apeldoorn area. He was originally from Deventer. Okay. So he was in this area, and when the Vandoos showed up here, he somehow managed to cross the German lines and join the Canadians, join the Vandoos. Okay. He spoke his languages, so he spoke perfectly English, German, of course Dutch. Strangely enough, no French. I don't know, because it's strange with a French French Canadian regiment, but I mean, he managed. And from that point, from the 15th, he joined them. There's two documents. Okay. One say April 15th, the other says April 18th. Okay. But from what we know, that he was hiding in this area, he must have, joined. I'm assuming that it was the 15th. Okay. Because the documents also say about he fought with the Canadians, how he helped the wounded, and again as interpreter Yes. for the Vandoos. Ah, OK. Pendant l'avance de Barneveld, il aurait été attaché avec les 22. Exactly. Il travaillait avec eux. Barneveld, 4000. C'est très intéressant à mentionner cette histoire-là parce que une fois que tout Apeldoorn a été sécurisé, il a fallu continuer l'avance vers l'ouest. Il y a eu une course. Il fallait que la brigade se rende vers Barneveld le plus vite possible pour relever la 5e division, pour que la 5e division puisse continuer son avance vers le nord. Alors, ce sont les 22 qui ont gagné la course. Alors, ton grand-père a eu son premier trophée avec les 22. I'm pretty sure that he was happy to be the first in. He was competitive, so yeah. Right on. Definitely love that part. Je suis vraiment honoré. Hey, t'as-tu des photos de ton grand-père? Oh, definitely. Est-ce qu'on peut les voir? You can see it, but it's in the car, so. it's in the car. Okay. Stay here. Cab badge. You can use that as your keychain. Oh, really cool. Oh shit! No way. No cap badge, but this is probably better. Better because you can use it. Thanks, Mr. Vandu. All right. Charcoal, can I see And Sick. awesome. There. Charcoal. The Richmond sent you a letter. That sounds good. Yeah. L'opération Cannon Shot a duré du 11 au 17 avril. Elle avait débuté par la traversée de la rivière Issel et s'est terminée avec la libération d'Apeldoorn, après un combat urbain sanglant qui a infligé de lourdes pertes, spécialement dans les bataillons de la 1re brigade. Notre équipe a eu la chance d'être à Apeldoorn le 17 avril et d'assister aux commémorations organisées chaque année dans la ville. Nous avons même eu l'occasion de visiter le tristement célèbre bunker du gouverneur nazi des Pays-Bas occupés, Sissenkwart, le seul jour de l'année où il est ouvert au public. Et plus tard, dans la soirée, nous avons assisté
à l'allumage de la flamme de la Libération qui brûle chaque année dans le parc central de la ville du 17 avril au 6 mai. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés dans nos mémoires pour toujours. Mais ces célébrations n'ont pas eu lieu sans un lourd tribut. En effet, durant l'opération Cannon Shot, la première division d'infanterie canadienne a subi 506 pertes et les pelotons de mortiers et de mitrailleurs du Saskatoon Light Infantry ont perdu 14 hommes en soutien à la division. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir les actions de la 5e division blindée du Canada pendant l'opération Cleanser. Revisiter l'étrange bataille d'Otterlo. Rencontrer des gens extraordinaires, jeunes et vieux, et redécouvrir l'historique hôtel de Verelde où le général Fuchs accepta la reddition inconditionnelle de l'armée allemande dans les Pays-Bas. Market Garden était une offensive alliée majeure, aéroportée et terrestre, visant à s'emparer de 9 ponts dans la région du Bas-Rhin du 17 au 25 mars 1944. Une fois les troupes aéroportées et les troupes de planeurs insérées derrière les lignes ennemies, les colonnes blindées du 30e corps commencèrent leur progression vers le nord pour relever les troupes aéroportées qui protégeaient les points de passage vitaux, anticipant se rendre jusqu'à Arnhem dans les 48 à 72 heures. Et malgré des succès initiaux libérant les villes néerlandaises de Eindhoven et Nijmegen, et après avoir capturé des sites de lancement de missiles V2, la résistance allemande s'intensifia considérablement, retardant puis stoppant l'avancée avant qu'ils puissent se rendre à Arnhem. De ce fait, les parachutistes britanniques et polonais à Arnhem se retrouvèrent isolés et confrontés à un ennemi supérieur en nombre et lourdement équipé dans une bataille défensive sanglante qui dura 9 jours, jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toutes leurs munitions. Sur un effectif combiné de 11 500 hommes, les parachutistes britanniques et polonais subirent des pertes dévastatrices, 1475 tués et plus de 6500 faits prisonniers. La tentative allemande de reprendre le salient de Nijmegen a échoué, mais Arnhem a finalement été libéré par les troupes canadiennes et britanniques en avril 1945. Le matin du 12 avril, l'opération Anger fut lancée lorsque le général Fuchs ordonna à la 49e division West Riding de traverser le Bas-Rhin et d'attaquer Arnhem. Les chars du régiment de l'Ontario furent chargés d'appuyer la 146e brigade d'infanterie britannique et traverser la rivière à l'est de Arnhem. Toute la journée, l'artillerie et les avions d'attaque au sol de la Royal Air Force ont bombardé et mitraillé les positions allemandes à Arnhem. L'offensive fut précédée du plus violent bombardement d'artillerie jamais tiré par le 1er corps canadien. Le 13 avril, les forces combinées d'infanterie et de blindés parvinrent à percer la farouche résistance allemande, et les 2 jours suivants furent consacrés au nettoyage de la zone au sud d'Arnhem et la ville fut entièrement libérée le 15 avril. Les défenses allemandes à l'est d'Arnhem étant vaincues, le 14 avril, la 5e division blindée canadienne, sous le commandement du major général Hofmeister, entama sa rapide progression vers le nord en direction de Leissemeer. Ce fut le début de l'opération Cleanser. L'opération Cleanser a débuté le 15 avril 1945
alors qu'Arnhem était libéré et que la première division d'infanterie canadienne était aux portes d'Apeldoorn. Deux objectifs principaux, progresser vers l'Isomere, détruisant les positions ennemies, et couper les forces allemandes en retraite d'Apeldoorn afin de les empêcher de rejoindre leurs lignes amies au-delà de la ligne Grebe ou de traverser l'Isomere. La rapidité, la détermination et la coordination ont été les clés du succès. En 4 jours, la 5e brigade du brigadier Cumberland scella la voie d'évasion. Les pertes civiles furent minimes et les pertes canadiennes légères, grâce à une progression rapide et à une étroite collaboration de la résistance néerlandaise. Sa mission dans l'ouest des Pays-Bas accomplie, la 5e division a passé le relais à la 1re division d'infanterie le 19 avril. Nous sommes à Otterlo et c'est la ville qui aurait comme été libérée par le Irish Regiment du Canada. Et aujourd'hui, on est le 15 avril et on est presque la même journée de ce qui est arrivé ici il y a 80 ans. Après que le 8e hussard eut rapidement pris Otterlo, avant de poursuivre leur avance vers le nord, le Irish Regiment of Canada acheva la prise d'Otterlo avec le soutien des chars du Governor General Horse Guards. Le régiment de la 5e brigade poursuivait leur progression vers Barneveld et le général Hofmeister décida d'établir son quartier général divisionnaire près d'Otterlo, tandis que le Irish Regiment of Canada et le Governor General Horse Guards installèrent leur quartier général dans l'église et le bâtiment adjacent. Le plan était d'attaquer le village de Harscamp, 3 km au nord, le matin suivant. Le 17e Field Regiment était positionné au sud et autour d'Otterlo, mais ils étaient tellement dispersés qu'ils n'avaient aucune protection de flanc. Le commandant du 17e régiment d'artillerie de campagne, le lieutenant-colonel J.A. Rankin, ordonna que les canons ne soient pas entranchés comme d'habitude afin de faciliter les manœuvres et de permettre une rotation rapide en cas d'attaque sur le flanc. C'était une décision judicieuse. Pendant ce temps, les troupes allemandes de la 361e division de Volksgrenadiers se déplaçaient vers le sud depuis Apeldoorn, après avoir été repoussés par la 1re division d'infanterie. Ils représentaient l'équivalent de 4 bataillons sous-effectifs. Ils ignoraient qu'Otterlo était déjà occupé par les Canadiens. On estime qu'au moins 600 soldats allemands atteignirent Otterlo le soir du 16 avril. Le combat a éclaté lorsqu'une section de soldats allemands a attaqué de manière agressive le centre du village et le quartier général de l'Irish Regiment of Canada, situé en face de l'église, en tirant frénétiquement avec leurs armes automatiques. Tout au long de la nuit et des premières lueurs du 17 avril, les artilleurs postés au sud du village se battirent avec acharnement, tentant de repousser de nombreuses attaques. Ils finirent par être submergés par les assauts rapides et furieux des Allemands. Privés de tout soutien d'infanterie ou de blindés, ils durent affronter l'ennemi au corps à corps. Ils tiraient à bout portant, avec leurs armes individuelles, leurs mortiers, leurs canons, et même au corps à corps. C'était le chaos total, à tel point qu'un groupe de soldats allemands parvint à se retrancher et à consolider sa position. Il y en a 200 qui ont pris une route différente, mais au moins 600 Allemands ont pris d'assaut cette position. They did 3 attempts to get to town. First one was straight ahead, and then they outflanked them on both sides. Right. The story goes that the Germans were led by an SS officer who went like a madman with these guys screaming through town, firing at everything they got, and at midnight, so it was complete chaos. The fighting was so hard that they had to do hand-to-hand fighting. So and then all of a sudden, from that road in the background,
6 Churchill tanks from the Royal Engineers came up. There were some AVREs with it as well, those tanks with these large barrels where they can blow like holes in fortified positions. Yes. They fired like madmen with their guns towards the enemy to drive the enemy away. J'ai entendu un fait comique à propos du clocher de l'église qui se serait produit pendant la nuit du 16 au 17 avril. Well, basically, it was that the 4th Field Regiment, Anti-Tank Regiment, I had to say, from the RCA, were across the street from Regimental HQ, and they were asking the guys from the medium regiment just outside of town to please stop firing small arms fire and their grenades, because they were firing over their heads, so it was a danger for the guys from the anti-tank regiment. Well, then eventually they fired a shot in the dark, and they shot off the spire of the church tower. À l'aube, la lumière était désormais suffisante pour distinguer les uns des autres. Dans la confusion de la bataille, les équipages des chars du Governor General Horse Guards purent alors se joindre au combat, coordonnant leur puissance de feu avec les AVRE du Génie royal et les véhicules lance-flammes. Ils aidèrent l'infanterie à déloger les derniers bastions de résistance allemande retranchés à l'est de la route au nord de la ville. La bataille était terminée en milieu de matinée. Les Canadiens présents à la bataille d'Otterlo s'en souviendront comme de la bataille la plus étrange qu'ils aient livrée pendant la guerre. Pendant 6 heures et demie, les artilleurs ont affronté une infanterie désespérée à bout portant, au corps à corps, sans aucun soutien des blindés ou de l'infanterie. Les pertes canadiennes et britanniques furent légères comparées à la confusion engendrée par l'attaque surprise. 16 Canadiens et 6 Britanniques perdirent la vie, et 48 furent blessés. La bataille d'Otterlo fut une démonstration de courage et de ténacité de la part des Canadiens. Faisant face à une attaque féroce, ils ne faiblirent jamais en ne cédant aucune parcelle de terrain, fidèles à leur réputation de vrais guerriers. My grandfather always wanted to come back to the Netherlands and never made his way. So I brought him today, and that's why I'm here. It's my grandfather, Jacques-Émile Bélanger. He was a artillery with the 1st Canadian Division. He was 1st Field Regiment. And I think the more I research, the more I can't believe the living conditions. We read books about who fought what part of the war, what city they were in, what the weather was like, but they don't tell you the real sacrifice that the men did. And until you saw the actual reenactment, and when I read about a smoke bomb, for example, the purpose of it, and it's to help others cross over, I got very emotional. It was a very emotional time for me, and I am even more touched that the Dutch, the amount of Canadian flags that are here in the Netherlands, the amount of celebration they do, always remembering us, and we don't teach about us in school. I could almost, and I'm getting goosebumps, I could almost feel his footsteps. The pride they must have felt to just come here and see the celebration rather than, you know, just the difficult things. But there was a scene that really touched me, and that was when somebody went down in the reenactment and was crying out for his mother. And I've been told very often they did cry for their mothers. And the person who's fighting at the gun has no ability to go help his comrade. And imagine going to sleep knowing that you couldn't help your buddy because you had to protect everybody else. We need to teach more about the real hardships, because the world is not a happy place right now. And I'd like for more people to reflect on what they actually gave up for us and our freedom.
La ligne Grebbe était un élément essentiel de l'histoire militaire des Pays-Bas. Construite en 1745, cette ligne défensive historique s'étendait du Rhin, près de Rennen, au Zuiderzee, près de Spakenburg. Dans les années 1930, le gouvernement néerlandais, conscient de la possibilité d'une invasion allemande, la répara et la modernisa. Le 11 mai 1940, l'armée néerlandaise déployée le long de la ligne Grebbe fut surprise par une rapide offensive allemande au niveau du Grebbeberg, au pied d'une petite colline sur la partie sud de la ligne. Les plaines basses avaient été inondées, mais pas suffisamment pour arrêter l'attaque. Finalement, la ligne fut abandonnée et les troupes néerlandaises furent contraintes de se replier. Les Allemands arrivèrent à Utrecht et menacèrent de bombarder la ville. Conscient de la situation désespérée et désireux de minimiser les pertes civiles, le général Winkelmann, commandant en chef de l'armée néerlandaise, décida de capituler. Rotterdam avait été lourdement bombardé les jours précédents et il souhaitait épargner les citoyens d'Utrecht. Après 3 jours de combats sanglants au Grebbeberg, 420 soldats néerlandais perdirent la vie et entre 250 et 300 soldats allemands périrent. Rencontrons Madame Omakas, dont la famille vivait près de la ligne Grebbe en 1940, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. C'est un grand honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Pour nous, c'est très spécial d'avoir la chance de parler à quelqu'un qui est un témoin oculaire de la guerre. Bij ons was het ook onder water gezet. De Nederlanders dachten dat ze met water konden winnen. Op een gegeven moment dat de militairen die kwamen koffie drinken s'avonds. Dan gingen ze om 9:30 weer weg, want ze moesten binnenkomen natuurlijk. Maar op een gegeven moment, dan s'avonds liepen we mee naar buiten, want we hadden ze een hele aantal spelletjes in doen. En wij zaten in het geschiedschrijf van de Liniedijk, hè. En donderdagavond was dat. En toen gingen die militairen naar huis. Dan stonden we buiten en toen zagen we ineens vuurpijlen. Die van achter de Liniedijk. Was verraden, hè? Dus 's morgens om 5:00 hoorden wij ineens heel vliegtuigen. En mijn zus deed het raam open en toen zei ze, daar heb je gedonder al. En toen deed ze op die stelling die daar schieten, hè? Het waren de foute Nederlanders, daar had je meer last van. Die kon je niet vertrouwen. Wij woonden naast een boer en die deed ondergronds werk. Wisten wij wel, radio. En er waren wel eens dat er een auto kwam en daar zaten die verkeerden in. Dat konden ze niks vinden. Maar op een gegeven moment, op een zaterdagmiddag. Op zaterdagmiddag, die auto die kwam. Maar die boeren die mochten wel. Die boer die had een gemeentebedrijf. En het was toen allemaal handwerk, hè. En dan hadden ze, het was tijd van dorsen. Dat het graan moest gedorst worden. En hier is een boer achter dat de Duitsers niet pakten, want de Duitsers die lagen overal beslag op. En de buurman had zelf 2 jongens. En een onderduiker en een knecht. Wij zagen die auto komen, want we zijn net naast ons, daarachter. En dus mijn vader zegt, allemaal naar binnen, want er gebeurt wat. Dan gingen ze naar een oprijlaan en gingen ze eruit. En de buurman die hield de deur dicht met zijn grote voet. En die deur die hield hij zo een stukje open en hield zijn klomp ervoor, dan kon de ander wegkomen. Ze schieten hem zo door zijn hoofd heen. Ja, en toen kwam zijn zoon, die hoorde wat. En die was er bezig dat stro aan het opruimen, die had nog die gavel. En die zei, God vader, wat gebeurt er? En ze schieten hem er ook zo neer.
En een onderduiker, allemaal mee, maar nooit meer teruggekomen. Om 4 uur waren de Canadezen. Wij kregen meteen sigaretten en chocola. En er waren 2 Nederlanders bij, die hadden zich aangesloten bij de Canadezen. Maar ineens waren de Canadezen weg, 's morgens. Want toen de oorlog was afgelopen en ze konden de eerste 3 maanden nog niet naar Canada terug. En hoe komt dat nu? Die opa, daar waren ze in huis. Want toen de oorlog was afgelopen en ze konden de eerste 3 maanden nog niet naar Canada terug. En toen zijn ze gekomen en toen kwamen Ed en dingen ook hier. En toen zei Betty, die had geen oorlog meegemaakt en die zei, wat moet ik? Toen zei ik, ga naar de bunker. En toen gaan ze naar de bunker en toen loopt Ed zo tegen de foto van zijn vader. En zo dat ze wachten, want toen kwam ik en ze. Or you think you look like your dad? This guy right here. And writing on it, so Germany kaput, Italy tutto finito, here we come Canada. There's another picture, the same machine, but it says here we come Vancouver. So the Seaforth Islanders. All right. Were part of it, and Yeah. but this guy here, when we looked at this, it sure looked like him. And that's what he looked like when he was a kid. So I didn't believe it when I saw it because it was like a needle in a haystack. Yeah. So I took pictures of it and I sent it to my brother. It's okay. I sent it to my brother and my sisters, and I said, "Look what we found here and stuff." And yeah, I didn't say who it was, and he said, "Where'd you get a picture of the old man?" And so I wasn't the one that actually picked them out. Well, I saw them, but it was them that validated it more than anything. So Anyway, that's the story. So Anyway, I am proud to be your friend. Thank you. You're as proud as me. Thank you very much. It's an honor to be here. Good. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'inscription dit « salle de la capitulation », mais il n'y a pas eu de capitulation ici. La capitulation est arrivée le 4 mai en Allemagne devant le maréchal Montgomery. Ce matin-là, dans une tente de l'armée, il fut convenu que tous les territoires occupés en Hollande et au Danemark seraient libérés le 5 mai. Et Foulkes a dit « marquons ce moment. Nous ferons venir les Allemands et ils remettront le pouvoir physiquement. » Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés assis ici. Et cet endroit, Wageningen, a été choisi parce que les Allemands se trouvaient à 5 km de là, dans le Gräbeberg, où ils étaient en train de déposer leurs armes. Et les forces alliées, dont un grand nombre de Canadiens, sont venus ici depuis Arnhem et Apeldoorn. Donc, ici, c'était une ville dortoir. Il n'y avait pas de civils, ils avaient tous été évacués. C'était une ville fantôme, mais aussi un endroit facile à contrôler, sans surprise cachée. Donc, ils se sont assis ici et pendant la matinée, ils ont discuté de transport de nourriture, puisque le nord des Pays-Bas avait été dépourvu de nourriture depuis longtemps. Mais quand les Allemands sont arrivés, sans le chef d'état-major, parce que Blaskowitz avait envoyé son assistant, cela était en lien avec le fait qu'au niveau du grade, le rang de Foulkes était inférieur à celui de Blaskowitz. Mais Foulkes n'était donc pas amusé et il a dit « Asseyons-nous pour discuter quelques points, puis vous allez repartir chercher votre patron. » Et Blaskowitz est arrivé ici dans l'après-midi pour les pourparlers officiels.
Entre-temps, de nombreux journalistes étaient aussi arrivés. Des journalistes de guerre, c'est la raison pourquoi il y a tellement d'images, de photos, vidéos et aussi d'audio de cette rencontre. À un certain moment, les journalistes ont dû sortir car ils devaient aborder des sujets confidentiels que tout le monde n'avait pas besoin de connaître. La rencontre a duré un certain temps et ils ont échangé beaucoup d'informations. À la fin de la journée, quelque chose de drôle est arrivé parce que les ordres de reddition inconditionnelle ne pouvaient pas être signés. Il y avait trop d'altérations. Donc, ils se sont entendus que le 6 mai, Blaskowitz reviendrait signer les documents. Pendant la soirée du 5, les modifications ont été apportées dans les ordres de reddition inconditionnelle. Les signatures ont été faites dans l'auditorium, l'autre côté de la rue qui est aujourd'hui un cinéma. Mais pour nous, les Néerlandais, c'est l'hôtel de Verelde, puisque c'est ici que toutes les négociations ont eu lieu. Donc, pour nous, le 5 mai, à l'hôtel de Verelde, nous avons été libérés. What's the most important thing you want to teach children about freedom and changing the world? Oh, c'est une bonne question. La chose la plus importante, je crois, est d'écouter vos grands-parents, vos parents et vos enseignants. Les gens qui... Parce que hier, nous étions avec une témoin de la guerre qui a 99 ans, Madame Omakas. Elle nous a raconté son histoire pendant la guerre. Ze hebben niks meer voor elkaar over. Wij deelden alles. She says, Er was niks, maar je hielp elkaar. she said, we, Daar had ik nog met iemand over. Ik zeg, eigenlijk, de oorlog was nog niet eens zo gek. and she, We hebben er best een hoop van geleerd. she Daar learned a was lot je ook about. met weinig tevreden. Het moet nu steeds meer en meer. Et c'est important de prendre soin les uns des autres. Tout le monde est, votre école, vous êtes tous des gardiens de la mémoire. Et je souhaite que vous le placiez à un endroit où tous les jeunes puissent le voir. Merci beaucoup. Thank you very much. Yeah. Thank you. Waarom doen we hier aan? Ik zal hem in de school zetten dat jullie hem goed kunnen zien. Des fois, il faut filmer le caméraman aussi, hein? Oh, there you go. Comment ça va? Good. Est-ce que tu as aimé ton matin? Oh yeah. That's pretty exceptional. It almost seems like trying to like describe the preservation of all these things. You know, like it seems like when the war ended, they could have just totaled everything and then wanted to forget it and move on. But it's not the case. Like everything is completely restored, completely well taken care of. You know, like you sat in chairs that were there that were sat in 80 years ago. Yeah, 80 years ago. I mean, they were made 85 years ago. They're old. That's how we People preserve are- history, eh? And people are so respectful of it too. You know, like I don't see anyone going in and damaging it, and Right. yeah, I don't know. It's great. Yeah. Dans ce court documentaire, nous avons marché dans les pas de la 1e division d'infanterie canadienne et la 5e division blindée du Canada, qui, fraîchement arrivées de l'Italie, ont été réunis avec la 1re armée du Canada pour la libération des Pays-Bas. En tant que Canadiens, nous devons nous rappeler du sacrifice de nos jeunes soldats, dont certains d'entre eux ont payé le prix ultime et d'autres sont revenus avec des blessures physiques et mentales pour toujours. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'apprendre notre histoire et de l'enseigner à nos enfants et aux générations futures dans l'espoir que des tragédies de cette magnitude ne se reproduisent.
Nous avons été profondément touchés par la force du souvenir du peuple néerlandais. Ils n'ont pas oublié et demeurent reconnaissants envers le Canada pour leur liberté. À l'approche des cérémonies qui se dérouleront d'un océan à l'autre pendant la semaine du souvenir, prenons un moment pour réfléchir à l'importance d'être une nation unie pour honorer les hommes et les femmes qui sont morts au service du Canada dans de nombreux conflits à travers le monde, protégeant la démocratie et la liberté partout où ils ont servi et servent encore aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce documentaire. Il est le fruit d'innombrables heures de bénévolat de la part de nombreux gardiens de la mémoire au Canada et aux Pays-Bas. Merci de l'avoir regardé, de vous être abonné et de le partager afin que nous soyons tous des gardiens de la mémoire. Pour Bravery in Arms, le chemin de la victoire, ici Roger Chabot. Jusqu'à notre prochain rendez-vous. Custos Memoria. In a small town where the rivers flow, William was 18, just a boy, you know. He was answering the call with hope in his heart. For the land of the maple leaf, he'd soon depart. Trained as a paratrooper, eyes shining bright. The thrill of a sky, the promise of flight. But the dreams of glory soon turned to fright as he stood at the door on that terrible night. Oh, William, did you hear the angels cry underneath the fire as the brave ones died? Battlefields echo with the cries of the lost. The boy left home, what a heavy cost. Fear became a friend on that fateful shore in a world of chaos, longing for home evermore. Jumped from the plane, lost in the haze. The landing was madness in the clash and the blaze. Fellow soldiers falling, whispers of pain. In that cruel chaos, nothing felt the same. 2 long years he wandered through war. In fields of Europe, the word valor was born. His letter unanswered, many moments alone. What's it mean to fight when love feels like stone? Oh, William, did you hear the angels cry underneath the fire as the brave ones died? Battlefields echo with the cries of the lost. The boy left home, what a heavy cost. Fear became a friend on that fateful shore in a world of chaos, longing for home evermore. In the heat and misery, he finally fell.
a wound to carry, a story to tell. When he made it back home, the boy was a man, but the light in his eyes, like the summer was planned. He walked through fields, the corn standing tall, with ghosts in his heart. He felt so small. The laughter of children just seemed to remind of a life that was lost, a piece left behind. Oh, William, did you hear the angels cry underneath the fire as the brave ones die? Battlefields echo with the cries of the lost. The boy who left home, what a heavy cost. Fear became a friend on that fateful shore in a world of chaos, longing for home evermore.